Bien, troisième donc vidéo et troisième partie qui sera la dernière en ce qui concerne ce cours, sur les défis qui restent à relever pour le continent africain. C'est-à-dire on a vu, si vous voulez, les problèmes, le fait que ça commence, pour beaucoup de pays, à la situation commence à s'améliorer au niveau économique. Néanmoins, quels sont en fait les défis qui restent à relever pour l'Afrique, qui vont se poser? Donc qui à la fois sont des défis en termes de développement et pour son intégration à la mondialisation. Essayer toujours de revenir au titre, enfin au sujet qui est le titre du chapitre. Donc grand 3 de nombreux défis qui restent à relever et premièrement les problèmes politiques. On en a déjà parlé, hein, notamment pour le cours sur le Sahara. Beaucoup d'États africains sont dans une situation politique assez instable à cause de la corruption, de l'instabilité. Et ça, c'est pas avantageux au niveau économique pour s'intégrer de manière générale à la mondialisation. Alors là, vous avez potentiellement une vidéo, mais je vous explique à nouveau ce qui se passe, hein. En Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en 2010, c'est que le président, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, qui a été arrêté par les troupes françaises en Côte d'Ivoire. Donc là, on est face à une situation vraiment, ce qu'on appelle, qu'on a déjà vu, d'ingérence, c'est-à-dire un État intervient dans les affaires d'un autre État. Et là, en l'occurrence, comme vous voyez ici, là, j'ai pris juste un extrait de la vidéo en question, hein. Il y a les chars dans la ville. Les forces françaises ont pénétré dans la résidence du président, donc avec des chars, pour donc l'arrêter. Et c'est un autre président qui a été mis en place. Donc là, vous voyez bien que ça montre la faiblesse quand même du pays. Et de manière générale, hein, c'est pas le seul cas. La France est intervenue, pas toujours sous cette formule exactement, hein, mais est intervenue une quarantaine de fois, plus de 40 fois en Afrique en 50 ans. Parce que ce sont des pays, la Côte d'Ivoire comme d'autres, qui sont des anciennes colonies. Donc il y a eu un rapport un peu particulier qui est resté et qui parfois se traduit par de l'ingérence. Donc ça, c'est la première chose, l'ingérence qui peut être un problème pour ces pays. Deuxièmement, il y a ce qu'on a déjà vu, les conflits frontaliers. Donc là, vous pouvez, dans le cours du Sahara, reprendre ce qu'on est sur l'Algérie et le Maroc. On a également le terrorisme, hein, dont on a déjà parlé dans ce cours et qui est aussi dans le cours du Sahara, et la piraterie. Donc tous ces phénomènes peuvent ajouter encore à l'instabilité politique et donc ne pas favoriser l'intégration de ces pays à la mondialisation ni leur développement. Et de manière générale, si on reprend un peu à l'ensemble du continent, politiquement, l'Afrique et donc économiquement, est relativement divisée. C'est-à-dire, on a déjà vu dans les différents cours, notamment sur la mondialisation, les systèmes d'organisation régionale de libre-échange, d'accords de libre-échange, l'Union européenne, par exemple. En Afrique, il y a une difficulté à créer une unité. Là, ce que je vous mets comme carte, c'est justement les différentes organisations régionales en Afrique. Et en fait, ce que vous remarquez, juste ne serait-ce qu'en regardant la légende, c'est que donc il y a les organisations économiques, les organisations qui veulent aussi gérer les conflits en plus de ça, puis celles qui sont plus générales. Donc vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup de ces organisations, et notamment ce qui est quand même un peu problématique, c'est le fait qu'elles se recoupent. Enfin, un même pays peut faire partie de différentes organisations, mais ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont dans le même groupe, quoi. Donc par exemple, bah là, le Tchad, vous voyez, il est à la fois grisé, donc il fait partie de la CEMAC, et en même temps, il est dans le liseré orange, qui est donc la CEAC. Mais par contre, autant la République centrafricaine, le Cameroun, le Congo et le Gabon sont dans le même cas, autant bah, la République démocratique du Congo, elle, ne fait pas partie de la CEMAC. Et donc, c'est quelque chose qui arrive, vous voyez, à l'échelle de la carte, il y a plein de situations comme ça, et donc il y a une difficulté à vraiment s'entendre au niveau économique notamment pour être efficace. Un pays peut appartenir à plusieurs entités. De plus, on en a beaucoup qui sont pas très très efficaces. Pour ne prendre qu'un exemple, hein, cette organisation-là qui rassemble plusieurs pays en Afrique australe, elle est divisée, enfin elle est écrasée vraiment par le poids de l'Afrique du Sud, qui en profite pas mal, mais sans forcément favoriser vraiment l'intégration, la coopération. C'est-à-dire qu'ils vont profiter des échanges au niveau économique, mais ils vont bloquer les frontières à côté de ça pour empêcher les migrations. Vous remarquez néanmoins qu'il existe une Union africaine, hein, là, les pointillés rouges qui font le tour un peu de l'ensemble du continent, mais pour l'instant, donc il y a une volonté hein, d'unité
à l'échelle continentale, mais néanmoins ça reste surtout pour l'instant un forum de discussion un peu politique sans avoir des effets, extrêmement forts, extrêmement marqués. Donc c'est plus un projet pour l'instant, une idée que quelque chose qui a vraiment des effets. Donc ça, c'est le 1er problème. Il n'y a pas assez de ce qu'on appelle en géographie d'intégration, de coopération, si vous voulez, entre les pays africains, alors que ça pourrait, heu, les aider. Il y a une volonté, hein, de le faire, mais ce n'est pas encore assez développé. 2e défi, donc là, on a vu un défi qui est plus, politique, économique. 2e défi, c'est le défi démographique. Quand on prend, le continent africain, c'est quelque chose, il me semble, dont on a déjà parlé. C'est un continent vraiment qui va connaître une très forte augmentation, qui connaît déjà, hein, mais qui va encore plus connaître une très forte augmentation de sa population. Là, cette carte vous montre, en fait, l'évolution, hein, entre 2013 et 2050, donc ce sont des projections, de la population. Ce qu'on remarque, c'est que dans, des zones, bon, bah, en Europe, en l'occurrence, la population augmente, déjà très peu aujourd'hui, et donc a priori, on est plutôt sur une diminution. Dans beaucoup d'autres endroits, l'augmentation, vous remarquez, y compris, voilà, des endroits qui sont extrêmement peuplés, notamment l'Asie, ça va augmenter, mais à autour de 20, Amérique du Nord, 27, Amérique latine 28, Océanie 50. En revanche, l'Afrique du Sud, on est à une prévision de 121, donc bon, plus qu'une multiplication par 2. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'Afrique est, vous avez vu ça normalement au cours de vos années lycée, encore dans la transition démographique. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est, voilà, alors la carte, est un petit peu datée, mais on est à 1,2 milliard aujourd'hui d'habitants, donc 16 de la population mondiale. Selon les prédictions, on serait quasiment à 2,5 milliards, c'est-à-dire cette fois 25 de la population mondiale. Donc le poids démographique de l'Afrique va vraiment, devenir, heu, beaucoup plus important. De plus, il faut donc oui, je vous ai mis ça sous forme de graphique également, donc on constate la même chose, hein. J'ai mis pour comparer en fait, pour que vous puissiez voir la différence, l'Asie et l'Afrique avec une projection jusqu'en 2099. Donc là, on voit bien que, ça commence en 50, hein, de 1950. Là, c'est la phase vraiment qui est en train aujourd'hui de ralentir, de très forte augmentation de la population asiatique, puis qui va ensuite se tasser au bout d'un moment, hein. C'est ce qu'on observe au niveau démographique. Alors que l'Afrique, vous voyez là, donc la carte, je l'ai prise en 2019, on l'augmentation vient de commencer, mais elle est amenée à se poursuivre vraiment encore pendant longtemps. Donc on est sur une trajectoire d'augmentation démographique. Il faut voir que cette population, en plus, est extrêmement jeune. Là, je vous ai mis, bon, il y a des chiffres ici là de l'ONU sur le nombre moyen d'enfants par femme, et sur la carte, c'est pareil, c'est la fécondité. Donc, bon, au-delà du choix de couleur un peu discutable, on voit très bien que la plupart des pays, en Afrique, notamment Afrique subsaharienne, sont sur des taux qui sont assez élevés, au-dessus, hein, de 3,5-4 enfants par femme, dans beaucoup d'endroits. Donc ça veut dire que la population, va augmenter très vite et être composée beaucoup de jeunes, hein. Vous voyez là ici le record est donc pour le Niger à 7,6 enfants par femme, hein. Essayez de mesurer, hein, 7,6 enfants par femme en moyenne. Donc chaque femme a en moyenne 7,6 enfants. Et pour beaucoup d'autres pays, on est quand même, hein, à beaucoup, et donc pour comparaison, ils vous ont mis la France. En France, effectivement, on est à un tout petit, ils ont arrondi, mais en fait, on est un tout petit peu plus de 2, donc ce qui est le taux dans les pays en général développés. Donc une population très jeune, ce qui peut être une chance, hein, on reverra ça dans le cours sur l'Asie, et ça donne du coup des situations, par exemple au Niger, 50 de la population a moins de 15 ans. Donc une personne sur 2 a moins de 15 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, bah, voilà, là, encore une fois, la comparaison avec la France, c'est qu'en France, c'est 18,5, une personne sur 5. Donc cette population très jeune, hein, peut être un avantage pour, en termes de main-d'œuvre, et ça vous donne, hein, pareil, des pyramides des âges, complètement, bah, pour le coup en forme de pyramide, hein, dans le cas du Niger, avec une partie très basse qui est extrêmement large parce que, bah, une très grande partie de la population est très jeune. Puis plus vous montez, dans les âges, hein, les âges sont en ordonnée, plus, moins il y aura de gens qui ont cet âge-là. Donc une population qui augmente, une population qui est très jeune. Néanmoins, ça pose 2 questions principales. La première, c'est que cette population jeune, potentiellement qui travaille, il faut qu'elle reste sur le pays et non pas qu'elle s'en aille, non pas qu'elle émigre, notamment quand elle est diplômée, et c'est ce qu'on appelle le brain drain. On l'avait vu pour les États-Unis qui sont justement des pays qui reçoivent, ces pays, ou en Europe, hein. On estime, hein, chaque année que, 20 000 personnes très qualifiées quittent ce continent pour travailler dans un pays où ils vont être en fait mieux payés. Et il y a un exemple que je trouve assez frappant. Si vous prenez le cas du Bénin, qui est donc ce pays ici là dans le golfe de Guinée,
Donc on estime en fait qu'il y a plus, de médecins, béninois, donc qui viennent du Bénin, en région parisienne qu'au Bénin. C'est-à-dire vous avez les médecins, les gens qui sont qualifiés, qui sont médecins, vont venir en France parce que les conditions pour eux vont être bien meilleures et donc il y a plus de médecins béninois dans la région parisienne que dans le pays, dans leur pays d'origine même. Et vous avez d'autres cas, hein, de donc la fuite des cerveaux, hein, brain drain, donc en Afrique. Là, vous avez d'autres pays, hein. L'Angola a perdu 70% de ses médecins, donc là, qui sont partis au Portugal. Le Congo, au Brazzaville, 43%. Et donc, le problème, c'est que ces médecins, en fait, veulent aller ailleurs parce que leurs conditions de vie vont être meilleures, tout simplement. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Il faut que la population reste pour que ce soit un avantage pour le pays. Et également, cette population qui augmente extrêmement vite, ça pose bien évidemment la question de il faut la nourrir, la soigner, la loger, l'éduquer et notamment, comme la population est de plus en plus urbaine, ça pose vraiment la question de la gestion des villes qui augmente extrêmement fortement. Le taux d'urbanisation a été multiplié par 9 en Afrique en 50 ans et de fait, comme ces États n'ont pas toujours les moyens de loger toute la population qui arrive, ça amène à la création de bidonvilles comme, celui que je mets en photo là, Kibera dont je vous ai parlé dans un autre, dans les vidéos précédentes qui, couvre 5 de la surface de la ville et donc cette photo est très bien, hein, puisqu'on voit bien ici le bidonville au premier plan, deuxième plan des maisons, en dur, reliées au réseau d'eau courante et cetera et puis en dernier plan on voit le centre d'affaires, les tours et cetera donc tous ces gens qui affluent en ville, on n'a pas toujours les moyens de gérer cet afflux de population et donc ça finit par créer des bidonvilles. Selon des décomptes, même si c'est toujours très compliqué, on aurait, hein, plus d'1 million de personnes qui vivraient dans ce bidonville de Kibera, au Kenya donc. Donc, on a dit défi politique, mais lié à l'économie, hein, vous avez compris. Le défi de la croissance démographique qui pose lui aussi à terme des questions économiques, hein. Ça peut être un atout, mais là, en l'occurrence, ça pose aussi des contraintes. Il nous reste un dernier défi qui est le défi du développement durable. Puisque avec l'urbanisation notamment, et la croissance économique a aussi des conséquences environnementales. Or, le développement durable, ça coûte cher. Il faut, comprendre, hein, que pour la plupart de ces pays, ils sont en plus dans la situation où, on leur dit: «Bah, écoutez, il faudrait que vous ralentissiez votre pot de pollution, l'empreinte carbone et cetera» et ces pays, ils disent: «Oui, d'accord, mais enfin, on aimerait aussi d'abord arriver à se développer, comme vous l'avez fait». Donc il y a cette question-là qui se pose. Il y a des projets quand même, qui existent, notamment celui de la Grande Muraille Verte. Donc ici, vous avez une carte, hein, qui vous montre ce que c'est, donc c'est un projet qui est énorme, hein. C'est ce qu'on vous avez ici un chantier pharaonique, un truc de 7 700 kilomètres de long. En fait, l'idée est de planter, des arbres notamment, mais pas que. Vous avez ici vraiment le schéma de ce qui se passe, c'est-à-dire, vous avez ici, en gros, ils appellent ça unité socio-économique, mais c'est des activités économiques. Derrière, un système d'irrigation, du maraîchage, de l'élevage, puis une ligne vraiment d'arbres face au désert pour empêcher notamment, en fait, la désertification, entre autres. Et donc, cette opération vise vraiment à revitaliser les terres notamment et donc vous avez ce projet qui existe, mais qui pose vraiment un vrai problème de coopération entre ces pays puisque, c'est extrêmement cher de financer ça sur 8 000 kilomètres et donc il y a des endroits, vous voyez, hein, on l'a dit, qui passent au Niger, qui est un pays extrêmement peu développé, et ça demande énormément de moyens. Donc c'est un projet, hein, mais comme vous le voyez ici, 15 du projet seulement a été réalisé, uniquement, donc sur tout ce qui est prévu. Deuxième aspect sur la question environnementale, c'est l'exploitation des ressources qui se fait parfois au détriment de l'environnement. Tout ce qui est pétrolier, ressources, en général assez mauvais pour l'environnement. Et ça peut être parfois, hein, comme on l'a déjà vu, des entreprises étrangères qui sont responsables de cela. Donc vous avez ici, mais je vais vous la montrer en interactif, ce sera mieux juste après. Au Nigeria, vous avez dans le delta du Niger, qui est ici, hein, euh, une exploitation pétrolière qui a comme conséquence une pollution assez forte dans ce delta, puisqu'en fait il y a souvent des fuites régulières de pétrole. Donc en fait, si vous regardez, je vais vous la montrer donc en interactif, là c'est Amnesty International qui a fait ça, on est en 2011 ici, et donc là vous avez déjà le repérage en fait de toutes les fuites de pétrole avec ici selon la couleur la gravité. Et en fait si on lance par évolution, vous voyez entre 2011 et 2017 qu'il y en a de plus en plus et chacune de ces fuites
il est en train de recommencer, mais chacune de ces fuites, hein, si je le fais comme ça, vous voyez que ça augmente. Chacune de ces fuites a évidemment des conséquences sur l'environnement. Sachant qu'en fait, ce qui pose problème, c'est que, on est dans un cas où, les entreprises vont mettre très longtemps parfois à venir réparer ces fuites parce que, bah, ça se passe, dans un pays qui n'est pas le leur, qu'il y a moins de contrôle aussi, donc ça a des conséquences environnementales assez graves notamment et puis sur la santé des habitants eux-mêmes. Néanmoins, et pour mettre un peu de nuance dans cette partie sur l'environnement, comme on l'a vu dans le cas du Sahara, certains pays sont vraiment pionniers dans leur domaine. Par exemple, le Maroc avec la centrale Nour, qu'on avait étudiée, qui est la plus grande centrale solaire au monde. Donc voilà, essayez d'avoir un peu cette nuance quand même hein, sur le continent africain en termes de développement durable. Il y a quand même des projets assez novateurs et pionniers qui existent. Ça nous emmène donc, à la fin de ce chapitre sur l'Afrique. Juste en termes de conclusion, ce que vous pouvez donc le bilan, encore une fois, je m'attarde pas dessus, ça dépend aussi de comment vous avez dit, mais il s'agit de résumer ce qu'on a dit, notamment en termes de grande partie. Sur l'ouverture, vous pouvez comparer l'Afrique à l'Asie, puisqu'en fait, ce qu'on a constaté en Asie, c'est que on est parti d'une situation parfois très difficile, comme dans le cas de la Chine, et qu'on a eu une croissance et démographique et économique qui a permis une élévation, un développement en fait du niveau de vie et une très forte intégration à la mondialisation. Et donc vous pouvez poser la question de est-ce que l'Afrique va suivre une trajectoire qui va être similaire ou pas. Voilà pour le cours sur l'Afrique. Donc je vous demande, comme je vous l'ai dit, de faire ça cette semaine et de m'envoyer le cours, ensuite une photo de votre cours pour que je vérifie bien que tout le monde ait tout. Et évidemment, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez par mail sur le NT pour que je précise certains points si nécessaire.